De la pacotille aux choses qui durent, par Azmik Kecheyan, sociologue, auteur de l'ouvrage Les besoins artificiels, comment sortir du consumérisme. La découverte, Paris, à paraître le 19 septembre 2019. Le monde diplomatique. Analyse. Comment sortir du consumérisme ? En étendant la durée de garantie des objets. Un simple constat justifie cette proposition. 80% des marchandises tombées en panne pendant la garantie sont rapportées aux vendeurs ou aux constructeurs pour réparation. La proportion varie, bien entendu, selon les cas. On tient moins à une imprimante qu'à une montre, et on attend de la seconde une plus grande longévité, quand bien même toutes deux affichent le même prix. Même s'il représente une estimation globale, ce chiffre peu connu indique que l'écrasante majorité des consommateurs fait valoir son droit quand l'occasion se présente. Or, sitôt la période de garantie terminée, le taux de réparation chute de plus de moitié, à moins de 40% pour les appareils électriques et électroniques, par exemple. À tort ou à raison, le propriétaire juge alors plus pratique et ou moins onéreux d'acheter un nouveau grille-pain ou un nouvel ordinateur. Il est donc possible de prolonger la vie des objets en changeant le droit. Plus on étend la durée de la garantie, plus on répare les marchandises et plus on accroît leur longévité. Le rythme de leur renouvellement, de l'exploitation des ressources naturelles et des flux d'énergie qu'implique leur fabrication s'en trouve par là même ralenti. La garantie, ça n'a l'air de rien. Elle constitue pourtant un puissant levier de transformation économique et par là politique. En France, plusieurs associations regroupées en collectifs revendiquent l'allongement de la garantie. Les Amis de la Terre, soutenus notamment par France Nature Environnement, Halte à l'obsolescence programmée et le réseau Action Climat ont lancé une pétition réclamant l'extension de la garantie à 10 ans. Depuis la loi consommation de 2014, dite loi Hamon, le droit français fixe à 2 ans sa durée minimale, conformément à une directive européenne de 1999. Auparavant, rien n'empêchait les constructeurs de la fixer par exemple à 1 an, ou même à 6 mois. Le passage à 10 ans, ou davantage, nous ferait basculer dans un autre monde. Il bouleverserait la production et la consommation des marchandises. Combinée à d'autres mesures, cette rupture du renouvellement incessant des biens ferait advenir une société plus soutenable sur le plan environnemental. On comprend sans peine pourquoi les industriels s'y opposent bec et ongles. Moins de marchandises déversées sur les marchés signifie, toutes choses égales par ailleurs, moins de profit. Certes, la réparation pourrait devenir un secteur profitable. Elle l'est déjà dans certaines filières et fait vivre des milliers de garagistes. Mais cela impliquerait de repenser de fond en comble les modèles productifs en vigueur. Soucieux de tuer dans l'œuf le désir même d'un tel bouleversement, les industriels répètent que le consommateur paierait in fine le coût d'une augmentation de la durée de la garantie. Des demandes de réparation beaucoup plus nombreuses susciteraient immanquablement des frais supplémentaires pour les fabricants et les vendeurs, lesquels se répercuteraient sur les prix. Ou alors, pleurniche-t-il, l'innovation actuellement dopée par la rotation perpétuelle des produits risquerait de s'essouffler. Ralentir le rythme reviendrait à faire perdre à la recherche et développement sa centralité dans le fonctionnement du capitalisme. Là encore, le consommateur paierait finalement l'addition, mais cette fois en matière de liberté, puisqu'il perdrait la possibilité de changer de smartphone aussi souvent qu'il le souhaite. Les industriels ont raison sur un point. Garantir les marchandises plus longtemps suppose de les produire autrement, avec des matériaux durables. C'est la fin de la civilisation du jetable, pilier notamment depuis l'invention du rasoir Gillette à la fin du XIXe siècle, de la société de consommation. Allonger les garanties légales supposerait aussi de rendre les pièces détachées disponibles sur le long terme. 10 ans, voire davantage, comme cela existe pour certains constructeurs d'électroménagers. Les fabricants limitent volontairement leur disponibilité afin de provoquer l'obsolescence. Obtenir ces composants s'avère long et fastidieux. Même le vendeur ne sait pas s'ils existent encore, et le consommateur n'a pas le temps d'attendre, il rachète
un bien neuf. Créer un fichier central des pièces détachées par secteur, accessible à tous, serait un premier pas nécessaire. Des embryons de répertoire de ce type existent déjà, par exemple dans l'automobile. Il s'agirait d'en démocratiser l'accès. La législation sur le copyright et le secret industriel ne pourront demeurer en l'état, car derrière l'exigence de disponibilité des pièces détachées se profile la question de la propriété privée. Si une entreprise peut mettre un bien sur le marché et tirer bénéfice de sa vente, c'est qu'elle possède sur lui des droits exclusifs. De ceux-ci découlent en dernière instance les profits des capitalistes. Les mettre en question, comme l'a fait le mouvement ouvrier depuis ses origines, ouvrirait la voie à une autre organisation de l'économie. Si l'on veut augmenter la durée de la garantie, il faudra davantage de réparateurs. Or, en 10 ans, la moitié des indépendants ont fermé boutique en France. La réparation automobile se porte bien, mais en matière d'électroménager ou de cordonnerie, le pays se désertifie. Si on allonge la garantie, cette noble profession retrouve toute sa place. Dans certains centres-villes, le mouvement des repair cafés, où des bricoleurs invitent des consommateurs à venir réparer leurs objets, suscite l'engouement. Effet de mode rétro, sans doute, mais aussi conséquence de la crise, qui incite nombre de personnes à retaper plutôt qu'à renouveler. La profession de réparateur indépendant présente une particularité. Elle n'est pas délocalisable. Quand votre smartphone tombe en panne, il est parfois envoyé à l'autre bout du monde, puis réexpédié. C'est le cas notamment lorsque la réparation passe par l'enseigne, situation la plus fréquente en France, ou par le fabricant, en Allemagne par exemple. À l'inverse, l'intervention d'un réparateur indépendant mobilise un humain, présent sur place en chair et en os. Contrairement à ce que prétendent les industriels, à savoir que l'extension de la garantie menacerait l'emploi en augmentant les coûts de fabrication et de distribution, plus de garantie suppose plus de réparation, et donc davantage de travail. Mais bien sûr, la structure du marché du travail devrait évoluer. Il incomberait à l'État de mettre en œuvre des mesures de reconversion vers cette activité. Rallonger la durée de disponibilité des pièces détachées et ressusciter le secteur de la réparation ne sert à rien si les marchandises ne sont pas réparables, c'est-à-dire conçues pour pouvoir l'être. Or, c'est de moins en moins le cas. Coller les composants ou les visser. Ce simple choix entrave ou facilite le remplacement d'une pièce. Pour les structures dites monoblocs, d'un seul tenant, l'idée même de composants disparaît. Il n'y en a plus qu'un seul, à prendre ou à jeter, comme le montre l'exemple des phares automobiles. Les fabricants n'ont nul besoin de pratiquer l'obsolescence programmée stricto sensu. Il leur suffit de concevoir des marchandises impossibles à réparer. C'est beaucoup plus simple et juridiquement moins risqué. L'allongement de la garantie fournirait un levier pour la relocalisation de la production, sans laquelle la transition écologique n'a aucune chance d'aboutir. En effet, les produits à bas coût, en provenance de l'autre bout du monde, à grand renfort d'émissions de gaz à effet de serre, pourront difficilement satisfaire aux exigences d'une garantie décennale. On l'oublie souvent. La mondialisation marchande a pour corollaire une dégradation de la qualité des biens, ainsi que l'absence de garantie pour beaucoup d'entre eux. S'ils devaient couvrir leurs produits durant 10 ans, les industriels devraient contraindre leurs fournisseurs, nombreux et géographiquement dispersés, à leur procurer des composants de qualité. Enfin, l'allongement de la garantie doit s'accompagner de l'affichage du prix d'usage, qui, selon la loi Hamon, désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble et non à la propriété de ce bien. Fin de citation. Le gouvernement de l'époque a confié cette expérimentation au bon vouloir des industriels, sans la rendre obligatoire. Résultat, personne n'a entendu parler du prix d'usage. Il s'agit pourtant d'un outil étonnant. Le prix affiché d'un bien peut être modique, mais son prix d'usage élevé. Les deux varient même souvent en proportion inverse. Un prix bas masque vraisemblablement la piètre qualité des composants. Et ou, cela va généralement de pair, les conditions de travail désastreuses des producteurs. Le prix d'usage inclut les coûts cachés.
ceux de la durée de vie limitée qui contraindra le consommateur à renouveler le produit à brève échéance. L'affichage d'un tel indicateur pourrait inciter les clients à payer plus cher à l'achat afin de s'épargner des frais élevés pendant le cycle de vie de l'objet. Le calcul du prix d'usage dépend de la durée de vie normale du bien. Toute marchandise possède une longévité attendue, estimée à la conception et entrée dans nos représentations. Nous attendons qu'un réfrigérateur fonctionne plus longtemps qu'un smartphone, renouvelé en moyenne tous les 20 mois. Plus le produit est durable, plus son prix d'usage baisse, puisque le coût global de l'utilisation se divise par un plus grand nombre d'années. D'autres critères entrent en ligne de compte. Si une voiture vieillissante occasionne des frais de réparation de plus en plus élevés, le coût d'usage explosera. Ouvrir la boîte noire des prix ne peut que favoriser des changements d'habitude en matière de consommation. Lorsqu'on achète un aliment, une étiquette nous informe de manière plus ou moins exacte et complète de sa composition, nutriments et calories notamment. Cependant, on ne sait rien de ses conditions de production, du salaire des producteurs ou des marges des fournisseurs. Cela vaut non seulement pour les aliments, mais à des degrés divers pour toutes les marchandises. L'affichage du prix d'usage doit s'accompagner d'une information précise, portant sur l'ensemble du processus de production. Un nouveau type d'étiquette serait rendu obligatoire, indiquant les conditions de travail qui ont présidé à la production. Salaire, temps de travail, respect de l'égalité femmes-hommes, etc. On renouerait alors avec la tradition des labels syndicaux qui attestaient jadis la présence de syndicats dans les usines ou les magasins. Lorsqu'il s'agit d'un bien durable, l'étiquette précisera également le coût estimé de son usage dans le temps, un indicateur qui renseigne sur la qualité des matériaux et donc sur la soutenabilité environnementale. À terme, la logique d'affichage du prix d'usage prépare les consciences à un basculement plus fondamental, que certains appellent l'économie de la fonctionnalité. On vend des usages et non plus des objets. Je n'achète plus une voiture, mais du temps de conduite. En d'autres termes, il n'y a plus de transfert de propriété. C'est le principe de la location généralisé à l'économie tout entière. La valeur d'usage devient alors hégémonique par rapport à la valeur d'échange. Mais, afin que les bénéfices de ce mode d'échange ne soient pas capturés par des plateformes privées, il importe que la propriété des biens soit collective. Quand nous louons une voiture, l'entreprise de location possède le véhicule, ce qui lui donne le droit d'imposer des conditions et un prix. Mais si le parc automobile devenait propriété sociale, commune ou publique, les utilisateurs pourraient peser sur ces conditions et sur ce prix. La démocratie commence à s'exercer sur les usages avec ses débats et ses contradictions. Pour rendre concevable une transition de ce genre, il faudra encore affronter les forces sociales qui soutiennent la valeur d'échange. Elles sont puissantes. Dans cette perspective, l'économie de la fonctionnalité doit s'accompagner d'un projet politique à même de mobiliser de larges secteurs sociaux et en premier lieu les classes populaires. La défense de la valeur d'usage contre la propriété privée forme le socle commun du socialisme et de l'écologie politique. Elle en constituera sans nul doute le point de départ. Le monde diplomatique. On s'arrête. On réfléchit.